Nous sommes le 21 avril 1908, quelque part au milieu de l'océan Arctique. Il fait moins 25 degrés, et sous sa capuche, Frederick Cook ne peut s'empêcher de sourire, malgré le vent qui lui brûle le visage. Il vient de devenir le premier homme à atteindre le pôle Nord. À son retour aux États-Unis, près d'un an plus tard, il est accueilli en véritable héros. Mais si certains considèrent Cook comme un héros, d'autres voient en lui le plus grand escroc de l'histoire de l'exploration. Lorsqu'il s'élance vers le nord à bord du Bradley, le 3 juillet 1907, il n'a plus rien d'un débutant. En effet, il y a déjà de belles expéditions sur son CV, le Groenland, l'Antarctique. Il est un véritable expert des régions polaires. Mais alors, lorsque l'explorateur annonce officiellement sa conquête du pôle, 2 ans plus tard, par qui sa parole est-elle remise en question ? Notamment par un certain Robert Peary, qui déclara à la presse « Le récit de Cook ne devrait pas être pris au sérieux. » Ou encore « Il n'a pas été au pôle en 1908, ou à aucun autre moment. Il a simplement mystifié le public. » Robert Peary n'était autre que le second participant à cette folle course au pôle. Les deux hommes se connaissent bien. Cook, en sa qualité de médecin, avait déjà participé en 1891 à une expédition au Groenland dirigée par Peary. Si le docteur est connu à l'époque pour être un homme simple et agréable, Peary est lui un véritable acharné. Cela fait maintenant une vingtaine d'années qu'il organise et entreprend des expéditions dans un seul but, devenir le premier homme à conquérir le pôle Nord. C'est dans cet objectif qu'il établit sa base au cap Columbia, à quelques 900 km du pôle, en 1908. Il profite de l'hivernage pour entraîner hommes et chiens, et en février 1909, il part vers son Graal. Nos deux prétendants ont mis au point des techniques bien différentes. Cook, sur des skis derrière son traîneau tiré par des chiens, avait privilégié la légèreté. Peu d'accompagnants, afin d'éviter de se surcharger en carburant et en provisions, et des traîneaux fabriqués par ses soins, efficaces, rapides. Peary, quant à lui, déploie une véritable armada. En se servant de son brise-glace, le Theodore Roosevelt, comme base avancée, il dirige une armée de 24 hommes à destination du pôle. L'idée est de créer autant de points de relais que possible et d'arriver le plus en forme sur les derniers degrés nord. De l'autre côté, sur son chemin retour depuis le pôle, Cook est bloqué par le cauchemar des explorateurs polaires, un chenal d'eau libre. Le docteur doit prendre une décision difficile mais nécessaire. Il va devoir attendre l'hiver, que l'eau se transforme en glace assez solide pour poursuivre son voyage retour. Il se voit donc contraint de repousser l'annonce de sa conquête du pôle. Malgré tout, il parvient à établir un camp de base et à survivre assez longtemps à l'impitoyable climat arctique pour voir l'eau geler et continuer sa route. Dans l'autre sens, Peary, ignorant toujours la position et l'exploit de Cook, avance bien. Les poils de sa capuche lui protègent le visage des vents catabatiques. Plus il se rapproche du pôle, plus sa détermination s'accentue. Il est prêt à tous les sacrifices pour atteindre son but, même à brûler les traîneaux ou à manger cru les chiens blessés et fatigués. Au-delà du 87e degré nord, il entre dans une zone non documentée, non cartographiée, appartenant uniquement à l'imaginaire collectif, un lieu hostile et apocalyptique. Une atmosphère plus spectrale et plus inquiétante ne saurait être imaginée, fût-ce par Dante lui-même. Le ciel et la glace semblent comme atténués, irréels. Et même si la banquise se dérobe devant lui, même si les températures descendent jusqu'à -50, qu'importe. Peary veut aller au bout de son rêve,
atteindre ce lieu qu'il convoite depuis 20 ans. Et, le 6 avril 1909, Robert Peary lève le bras pour arrêter les 5 derniers hommes qui le suivent. Il sort son sextant de sa poche, mesure. Le pôle. Enfin, le prix de 3 siècles d'efforts. Mon rêve, mon but de 20 ans. Il est à moi, enfin. L'heure de l'exploration se termine et laisse place au temps médiatique. Peary fait machine arrière, navigue jusqu'au moyen de communication le plus proche et annonce l'incroyable nouvelle 5 mois plus tard. Mais c'était sans compter sur ce diable de Cook qui, par une incroyable et historique coïncidence, avait annoncé moins de 24 heures plus tôt qu'il avait conquis le pôle 1 an auparavant. La guerre à la primauté est déclarée. Les deux camps n'économisent pas leurs mots et leurs formules pour écraser la concurrence. Ainsi, du côté de Cook, on déclare « Peary est le plus colossal blagueur que l'Amérique ait produit. » Et l'adversaire de répondre « 2 Esquimaux qui l'accompagnèrent disent qu'il ne s'est guère aventuré vers le nord et qu'il n'a pas perdu la terre de vue. » Si l'opinion publique se fait son propre avis à travers les journaux de l'époque, rarement partiaux et factuels car certains avaient sponsorisé l'une ou l'autre des 2 expéditions, la communauté scientifique a besoin de preuves. Or, c'est ici que l'histoire se corse pour Peary comme pour Cook. Le premier fournit un carnet de bord jugé trop léger en véritables données factuelles et des calculs de distance et de vitesse totalement invraisemblables. Pour le second, l'histoire est tout simplement incroyable. L'homme en charge des documents de l'expédition de Cook, un dénommé Harry Whitney, devait faire le trajet du Groenland aux États-Unis afin d'emmener le coffre contenant les preuves à la presse et aux scientifiques. Or, le seul bateau à effectuer ce trajet à ce moment très précis n'était autre que le Theodore Roosevelt, le bateau de Peary. Celui-ci se permit la largesse d'ouvrir la caisse, d'en étudier le contenu, avant de s'en débarrasser à tout jamais dans le fjord le plus proche. Les preuves étant trop rares des deux côtés, c'est au Congrès des États-Unis de statuer et de décider officiellement qui restera dans les livres comme le premier homme à avoir conquis le pôle Nord. Et c'est Peary qui est choisi. Faute d'éléments probants, c'est sa parole qui l'emportera contre celle de Cook. Peary achève ainsi le rêve de sa vie et devient le héros de toute une nation qui va l'idolâtrer jusqu'à sa mort en 1920 et même bien après. Cook va continuer à se battre à travers livres et films, affirmant sans jamais faiblir qu'il fut bien le premier à atteindre le pôle jusqu'à sa mort en 1940. Aujourd'hui encore, nul ne peut affirmer avec certitude lequel de ces 2 hommes a atteint le pôle en premier, ou même si l'un des 2 l'a vraiment atteint. Libre à chacun de se faire sa propre opinion à travers les récits de ces 2 grands explorateurs. En ce qui me concerne, et après avoir fait des recherches poussées dans les documents les plus sérieux pour réaliser cette vidéo, je suis convaincu que c'est Balthazar Picsou, le premier homme, ou plutôt le premier canard, à avoir atteint le pôle.